qui a permis de déployer des investissements importants au profit des territoires de montagne et de l'intérieur, l'adoption du premier schéma montagne et sa déclinaison opérationnelle à travers un règlement d'aide, schéma montagne, qui a été révisé il y a peu dans cet hémicycle. Ceci ayant été rappelé, on a aujourd'hui un examen à l'Assemblée nationale d'une PPL relative à la montagne et, comme vous le dites, l'Assemblée de Corse n'a pas été consultée sur cette question. On peut bien sûr le regretter, d'autant qu'un amendement porté par le député de la 2e circonscription, François Javet-Chicot, nous inquiète, ou tout du moins est source de nombreuses interrogations. Et je vais essayer ici de vous les détailler. Premier niveau, en ce qui concerne la demande d'un report relatif à l'interdiction d'extension de l'urbanisation, donc un amendement qui avait été porté à l'époque par Jean-Félix Acquavive, préconisait que dans les communes au RNU, il serait impossible d'étendre l'urbanisation à défaut d'avoir un document d'urbanisme. C'était, je crois, en 2023. L'amendement du député Chicot nous propose un report à l'horizon 2032, autant dire au calanque grec, quand on sait ce qui s'est passé en Corse durant les 50 dernières années. Je ne vais même pas dire pendant les 5 dernières années, en matière d'extension de l'urbanisation. Je vais vous donner quelques chiffres, anciens d'ailleurs, assez anciens. En 1970, est-ce que vous saviez combien il y avait de résidences secondaires en Corse? Il y avait 7000 résidences secondaires en Corse en 1970. Est-ce que vous savez combien il y en a aujourd'hui, 50 ans plus tard? 97 000. On a construit en Corse en 50 ans 90 000 résidences secondaires. On a construit 90 000 résidences secondaires, notamment sur le littoral, en extension d'urbanisation, sur des principes totalement contraires aux dispositions de la loi littorale. Et on a construit des résidences secondaires, essentiellement pour des gens qui ne vivent pas et qui ne travaillent pas à l'année sur notre territoire. On est passé de 8% de résidences secondaires en 1970 à près de 40% aujourd'hui. Et donc cet amendement du député Chicot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va attendre encore 5 ans pour interdire l'extension de l'urbanisation dans les communes qui n'ont pas de règlement d'urbanisme, sachant que beaucoup d'extensions d'urbanisation se sont faites dans des communes. L'essentiel de ces extensions d'urbanisation s'est fait dans des communes sans document d'urbanisme. On va attendre encore 5 ans pour interdire l'extension de l'urbanisation et donc on va continuer avec un modèle de développement appauvrissant pour les Corses et qui ne conduit qu'à accentuer la dépossession et la spéculation. Parce que le deuxième niveau de cet amendement, ce que cet amendement ne dit pas, finalement, en utilisant un véhicule législatif qui est la loi montagne, on s'adresse aux communes littorales. C'est ça ce que ne dit pas l'amendement. Cet amendement, en utilisant le véhicule législatif de la loi montagne, s'adresse à toutes les communes de Corse, c'est-à-dire aux 262 communes régies par la loi montagne, mais également aux 100 communes régies par la loi littorale. On aurait pu admettre un report de cette interdiction d'extension de l'urbanisation sans difficulté. Mais dans ces cas-là, il fallait qu'il soit conditionné uniquement aux territoires de montagne et de l'intérieur qui ne connaissent pas la spéculation foncière immobilière et qui peinent à se développer, et pas la centaine de communes qui sont aujourd'hui frappées de manière importante par la spéculation foncière et immobilière. Et le troisième point qui nous inquiète, c'est qu'on envoie un très mauvais message sur un des points fondamentaux de notre combat politique, la nécessité d'une planification, d'un projet d'aménagement pour la Corse et pour l'ensemble des communes de Corse. On observe depuis maintenant 5 ans, peut-être en lien avec l'amendement du député Jean-Félix Acquavive, une accélération de la planification dans les communes. Je vais vous donner un chiffre. On a aujourd'hui en Corse 190 communes au RNU, donc une grande majorité,
et 170 communes qui ont des documents d'urbanisme, carte communale ou PLU. Donc on est à peu près à 50-50, on va dire, sur les 360 communes de Corse. Vous savez combien on a de documents d'urbanisme en cours? On en a 110 sur les 190. C'est-à-dire qu'il n'y a que 70 communes qui n'ont pas engagé de procédure d'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Et il s'agit uniquement de communes de l'intérieur et de montagne. Donc on arrête de nous faire croire que cet amendement est fait pour répondre aux problématiques des communes de l'intérieur et de montagne. Il est fait pour favoriser un modèle de développement qu'on combat dans tous nos règlements d'aide, conditionnalité des aides, régulation des meublés de tourisme, aide aux primo-accédants et conditions de résidence pour l'accès aux aides. Donc pour toutes ces raisons, vous comprenez bien que l'amendement tel qu'il est proposé aujourd'hui ne nous convient pas et que le discours qui tend à dire on n'arrive pas à faire de documents d'urbanisme en Corse, il a vécu, ou il a trop vécu. Bonivage a fait un document d'urbanisme. Portové, qui est en voie de faire un document d'urbanisme. Lecce a fait un document d'urbanisme. Pianote, a fait un document d'urbanisme. Grosseto Prugna a fait un document d'urbanisme. Ventiseri a fait un document d'urbanisme. Je pourrais citer des dizaines de communes littorales qui, ces dernières années, se sont engagées dans un document d'urbanisme et des communes où il y a des enjeux majeurs et importants. Et le deuxième point qui nous inquiète sur cette proposition de loi montagne, en tout cas en matière d'urbanisme, il y a des très bonnes choses dans ces propositions sur la loi montagne. Donc il ne faut pas tout jeter. Mais sur le volet urbanisme, on a de vraies inquiétudes. Alors, on a discuté depuis maintenant 10 jours, notamment à l'Assemblée nationale, d'un processus d'autonomie, dont l'objectif est de confier plus de responsabilités normatives à la collectivité de Corse et, en cascade, à l'ensemble des collectivités de notre île. Et on a un amendement ici qui propose que les permis de construire en discontinuité pourront être délivrés par le préfet, sans aucune concertation avec les acteurs concernés. Donc c'est au préfet qu'est confié le soin de juger si le permis est en continuité, en discontinuité, limité ou non, suivant les critères d'appréciation. Nous, ce qu'on propose, c'est que ces permis qui pourraient être délivrés dans des communes de montagne et de l'intérieur, en discontinuité, fassent l'objet d'un avis conforme de la CTPNAF, comme la loi d'aujourd'hui le permet déjà. Et les gens qui siègent en CTPNAF, il y a des élus ici qui siègent en CTPNAF, savent qu'il arrive régulièrement qu'on examine des demandes de permis de construire sur délibération de la commune pour favoriser la résidence principale et uniquement dans les communes qui ne sont pas soumises à la spéculation foncière immobilière. Donc aujourd'hui, on a des voies dérogatoires qui permettent tout à fait de déroger au principe de discontinuité à condition de faire de la résidence principale et de les faire dans des territoires qui ne sont pas soumis à la pression foncière et immobilière et à condition aussi de ne pas menacer les terres agricoles. Et ça, on y est tout à fait, bien entendu, favorable. Et puis, je terminerai. Bien sûr, je vais adhérer à votre proposition d'un travail au sein de la Commission des compétences législatives et réglementaires, notamment pour adapter la loi PADUC, je dirais, en matière d'urbanisme, à ces évolutions législatives et réglementaires, au-delà de la loi montagne. Parce qu'on a besoin du PADUC et je pense que le travail en commission est nécessaire, notamment pour faire un travail conjoint avec les associations des maires, avec les élus de l'ANEM. Vous avez cité Frédéric Espagnac, avec qui on est tout à fait disposé, bien sûr, à continuer de travailler, avec les sénateurs de Corse, puisque la loi montagne sera examinée par le Sénat le 7 juillet prochain, et donc on aura aussi à sensibiliser les sénateurs sur les questions que je viens d'exposer, sur les problématiques que je viens d'exposer, et je pense qu'ils y seront sensibles. Et bien sûr, avec la Chambre des territoires, donc avec l'ensemble des acteurs concernés par ces questions-là. Et donc, ceci étant posé, je vais conclure en revenant sur les débats qui nous ont animés depuis une semaine à l'Assemblée nationale relatifs au processus d'autonomie. On l'a dit, les Corses se sont exprimés à plusieurs reprises de manière démocratique pour ce processus d'autonomie. Les maires se sont positionnés le week-end dernier à plus de 70% en faveur du processus d'autonomie. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté de manière
avec une large majorité en faveur du processus d'autonomie. Vous avez pu noter que le député de la 2e circonscription n'était pas favorable, loin s'en faut, à ce processus d'autonomie. Et parmi son argumentaire, il y avait 2 arguments principaux. L'autonomie va accentuer la pression sur les maires. L'autonomie va accentuer la spéculation foncière et immobilière. Et l'autonomie va accentuer les dérives mafieuses. Est-ce que vous pensez que cet amendement, qui préconise qu'on poursuive l'extension de l'urbanisation partout en Corse, et notamment sur les communes littorales où la spéculation bat son plein, va diminuer la pression sur les maires, va diminuer la spéculation foncière et immobilière, et va limiter les dérives mafieuses? Moi, je pense que c'est tout le contraire, et je laisserai les Corses en juger. Merci. Merci. Je rappelle les temps. 2 minutes 30 pour poser une question, 4 minutes pour répondre. Mais je n'interromps pas, bien sûr, quand les gens parlent. Donc, la 2e question posée par Chantal Pedinelli pour le groupe Sofiono. Prise en compte du décret d'avril 2026 dans la stratégie relative au recul du trait de côte en Corse. Vous avez la parole, Chantal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président. Monsieur le Conseil exécutif. Alors, en effet, c'est une question qui concerne le recul du trait de côte et l'érosion. Et l'actualité nous a montré, malheureusement, hier, il y a eu un drame à Biarritz suite à l'effondrement d'une falaise. Donc, c'est un sujet réel. Donc, la question de l'érosion du littoral et de la gestion du trait de côte constitue un enjeu majeur pour l'avenir de notre île, avec des points sensibles, notamment en plaine orientale. Au niveau national, on parle de plus en plus du mécanisme de recomposition spatiale qui consiste à déplacer les activités plutôt que de les défendre indéfiniment contre la mer. La délibération de l'Assemblée de Corse sur l'érosion du littoral évoquait en 2019 ce principe de non-défense systématique contre la mer. Je pense que le PADUC aura un rôle à jouer lorsque nous allons travailler sur sa révision. Et la Chambre, je crois, régionale des comptes, vous avez un peu retoqué sur ce sujet. Donc chez nous, en Corse, 11 communes figurent sur la liste nationale des communes exposées au recul du trait de côte, tout en Corse du Nord, en Haute-Corse, en plaine orientale, entre Bastia et Aléria. Depuis la loi climat et résilience, sur délibération du conseil municipal, une commune peut intégrer cette classification qui s'avère par la suite contraignante. Une cartographie est établie, la constructibilité est réduite et les PLU, bien sûr, doivent intégrer cette notion. Depuis les derniers échanges sur le sujet, une disposition nouvelle s'est ajoutée avec le décret d'avril 2026 et l'arrêté d'application qui en découle. Donc c'est tout récent, ça date de quelques semaines et c'est pour cela que j'ai voulu poser cette question orale. Dans ces communes qui sont classées, il sera désormais possible de construire dans des zones menacées à moyen terme, 30 ans jusqu'à 100 ans, hors bande des 100 mètres bien sûr, mais avec une contrepartie très forte. Le propriétaire devra obligatoirement démolir le bâtiment à ses frais, après avoir consigné la somme correspondante à la démolition auprès de la Caisse des dépôts et consignations et remettre le terrain en état lorsque l'érosion sera telle que la sécurité des personnes ne pourra plus être garantie dans les 3 années à venir. Seules les communes figurant sur cette liste nationale exposées au recul du trait de côte sont concernées, mais ce n'est pas neutre. La collectivité de Corse a financé plusieurs études et collaboré avec le CEREMA, le BRGM, le Conservatoire du littoral ou encore contribué à mettre en place le réseau d'observation du littoral de Corse via l'Office d'environnement. Dans un rapport qui avait été présenté en 2024 sur les enjeux littoraux, était évoqué un travail en cours à l'échelle de l'île effectué par le BRGM. Il avait été dit qu'en Corse, un schéma d'intervention territoriale était en cours de construction, notamment pour définir la stratégie de la gestion de la bande côtière à notre échelle, à l'échelle de l'île. Monsieur le Président, disposons-nous d'un état des lieux précis concernant le recul du trait de côte sur notre île, car cela touche plus de zones littorales que les 11 communes qui sont classées.
Et enfin, est-ce que ce décret aura un impact sur la stratégie qui sera intégrée dans le futur PADUC? Je vous remercie. Merci. La réponse à l'exécutif, Guillaume Manet. Ringraziarvi Presidente, ringraziarvi cari colleghi e cari collega per la vostra questione assai importantissima, mi pare, che tocca di sicuro parecchie comune. C'est une question, le recul du trait de côte, vous l'avez évoqué, hein, c'est un travail, à mon sens, qui doit se conduire dans la globalité. Et c'est bien pour ça que le BRGM a entamé des travaux pour essayer de globaliser les choses plutôt que ce soit traité commune par commune, parce que ce que vous pouvez faire sur une commune peut dégrader la situation de celle d'à côté. Donc je crois qu'il est important qu'on ait une vision spatiale, territorialisée, puisque la Corse est une île, je n'apprendrai rien à personne à ce niveau-là, mais il est important que l'on s'attache effectivement à avoir une vision large de l'aménagement du territoire, puisqu'on se parle là de sécurité des personnes, on se parle là de protection des biens. Vous venez d'évoquer aussi les lois qui pourraient s'adapter en fonction des différentes communes, qui sont plus que contraignantes. Hein. Vous évoquiez de 30 ans à 100 ans une dérogation avec une clause de démolition in fine. Donc je crois que c'est un sujet qui appelle une réflexion globale et qui sera intégré forcément dans le PADUC. Ça me semble pertinent. Donc la stratégie territoriale de gestion intégrée de la bande côtière, elle doit être portée bien évidemment par la collectivité de Corse via l'Office de l'environnement, puisque nous avons un service dédié. Et pour répondre directement à votre première question, oui, nous disposons d'un état des lieux solide aujourd'hui, et il ne se limite pas aux 11 communes. Vous avez raison de le dire, c'est beaucoup plus large. Ces 11 communes relèvent d'un cadre juridique spécifique, vous l'avez précisé aussi, mais on ne doit pas se contenter de ces 11 communes, et on est bien d'accord sur le sujet. Les travaux qui sont conduits et qui sont toujours en cours par le BRGM ont permis d'établir une cartographie régionale qui me semble pertinente, et la sensibilité à l'érosion à la fois sur les côtes meubles et sur les côtes rocheuses, parce qu'on a effectivement des côtes meubles, et on a vu ce drame, vous l'avez cité aussi, mais les côtes rocheuses présentent aussi quelques risques, de la même manière que les côtes sableuses. Donc elle tient compte de toutes ces natures des différents espaces littoraux, de leur niveau d'urbanisation aussi, bien sûr, parce que ça impacte aussi l'urbanisation, de leur vulnérabilité aux tempêtes, parce qu'il n'y a pas que l'urbanisation, les tempêtes, le trait de côte, on sait bien que les différentes tempêtes et le dérèglement climatique que nous vivons aujourd'hui nous amènent à des situations extrêmement compliquées. Et la capacité de résilience naturelle des effets attendus, bien évidemment, du changement climatique. Donc, cette méthode permettra effectivement d'identifier les secteurs les plus sensibles, d'essayer d'avoir un travail dans la globalité. Et le décret du 22 avril 2006, il faut être clair, il ne remet pas en cause la démarche d'ores et déjà engagée. Il vient la compléter et préciser le mécanisme de fonctionnement. Bon, alors certes, il va être certainement un peu contraignant, mais le trait de côte et les difficultés que nous avons aujourd'hui à garantir la stabilité de certains secteurs nous appellent à être extrêmement prudents. Donc, il constitue un outil juridique supplémentaire, mais en tous les cas, il confirme surtout la nécessité de la planification engagée par la Corse. C'est évident. Anticiper plutôt que de subir, je crois que c'est le maître mot de nos actions sur la bande côtière. Et la stratégie territoriale que la collectivité de Corse entend porter via l'Office n'est pas une stratégie de renoncement. Elle est bien au contraire une stratégie de responsabilité. Il va falloir assumer la défense systématique contre la mer, et ça ne peut pas être une réponse unique. Elle affirme bien évidemment une ligne plus claire, plus lucide, mieux connaître, mieux planifier, mieux anticiper. Et cette stratégie devra naturellement nourrir les travaux du futur PADUC, c'est ce que je disais suite à vos propos liminaires. Notre objectif est simple, donner aux élus, aux communes et aux territoires un cadre clair, scientifiquement fondé et politiquement assumé pour construire une véritable trajectoire de résilience du littoral corse. Merci. Merci. Donc on peut passer à la question suivante qui est posée par Marie-Claude Branc au nom du groupe Corin Front, sostegno all'artigiano d'Axi, trasportatori e affettatori di vigari a Chinesemo. Ringrazio. E poi parlato a nostra maniera.
Signor Presidente, il 30 di luglio del 2023 la nostra Assemblea ha votato una mozione di sostegno all'artigianità ai trasportatori e affittatori di vetture di vigari rispetto alle difficoltà che gli italiani hanno. Questa mozione, che si appoggia a un voto di 13 ottobre di 1988, qui dichiara l'existence d'une communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses d'origine et les Corses d'adoption, mette di noi in rilievo il rischio di una regolazione dei settori professionali e economici tocchi da maniere di va interessati, strutturati, spiacevoli e che non hanno nulla a che vedere in quella nostra maniera d'essere. Attualmente, 2 anni dopo questo voto, malgrado gli impegni presi, malgrado le riunioni fatte in un sotanaccio, la situazione continua a impeggiorare e mette in pericolo l'attività concernata. Eppure, questa mozione ha dato poteri al Consiglio esecutivo di Corsica perché dovesse tutto ciò che era necessario per fare la venita in una certa maniera di va paracommerciale che hanno conseguenze disastrose per la torre dei settori professionali. Vi domandiamo dunque che azioni concrete avete fatto? Com'è che, malgrado le intenzioni dichiarate, l'istituzione e gli organismi competenti non hanno potuto fermare questa pessima concorrenza organizzata che mette in zerga i professionali concernati e è dannosa per la nostra economia? Chi contenti di va avanti di questa situazione pessima? Vi ringrazio. Ringraziamo il consigliere esecutivo, presidente del PCI. Vi ringrazio, gli rispondevo qualche parola. Prima rammentare che lei ha detto la vostra mozione, la vostra posizione sarà ligata, veniva da lontano, da mozione dell'Assemblea di Corsica di 1988, e rammento e d'attualità che certi non sono manco appena da consento questa definizione di un popolo corso e di un paradosso, sono quelli che sono stati più opposti e che fermano i più opposti all'emancipazione del suo popolo, che ci danno oggi, non parlo mica di qui, parlo dell'Assemblea nazionale francese, lezione di corsitudine. Questa era per rivende una stonda rilevante i dibattiti che si sono tenuti in Parigi. Per rispondere in modo il più chiaro possibile alla vostra questione, penso che l'anziana Camera di Commercio, l'attuale stabilimento di Corsica di commercio e dell'industria, ha fatto ciò che ci voleva fare e veramente, con rispetto ai sicuri che su stabilimento dipende dalla collettività di Corsica, possiamo pone all'interno queste problematiche per cercare di ricercare soluzioni più efficaci. En quelques mots, je rappelle que la difficulté, c'est que donc, les artisans de taxi de la plateforme de Figari, notamment, pas seulement, mais notamment et principalement, sont confrontés à une concurrence déloyale et qui prend plusieurs formes. Je dis principalement à Calvi, je dirais que les deux secteurs les plus touchés sont Figari et la Balagne, sont aussi les deux aéroports où il y a le plus de résidences secondaires et une certaine forme d'économie touristique. On n'a pas la même situation à Bastia et à Ajaccio. Donc la concurrence déloyale, quelle est-elle? Il y a actuellement, je le rappelle, une autorisation pour 9 taxis, ils sont 8 en activité. Il y a en fait alors il y a à la fois une économie collaborative où on se prête les véhicules sous une forme gracieuse ou rémunérée, comme on peut le faire d'ailleurs sur les maisons, etc., etc. Et puis il y a aussi une concurrence déloyale avec des gens qui louent des voitures de façon illégale et au black, en laissant les voitures stationnées, notamment aux abords de l'aéroport, avec les clés dessus, etc., etc. Donc, par rapport à cette situation qui est effectivement inadmissible et qui a été dénoncée aussi bien par la profession à bon droit que relayée par le groupe Corinne Front au sein de l'Assemblée de Corse, quelles ont été les mesures qui ont été prises? D'abord, je rappelle que
c'est une compétence de l'État d'organiser le fonctionnement de l'activité commerciale sur les zones aéroportuaires et qu'en l'espèce, c'est un arrêté préfectoral du 17 juin 2020 qui fixe les mesures de police applicables sur la plateforme et notamment qui réglemente les conditions d'exploitation commerciale. Je précise que cet arrêté de police qui exclut ou sanctionne les activités paracommerciales est repris dans le règlement d'exploitation des parcs de stationnement qui précise notamment, premièrement, que si l'abonné utilise son abonnement à des fins commerciales, l'aéroport se réserve le droit d'y mettre fin définitivement, sans préavis ni remboursement. Deuxièmement, rappelle que l'usager ne peut pas se livrer à une activité commerciale au sein des parcs de stationnement et sur toute la zone aéroportuaire sous peine de poursuite. S'agissant de la répression de ce qui pourrait subsister, je rappelle que ni la collectivité de Corse, bien sûr, ni l'établissement public industriel et commercial ne disposent de pouvoir de police. Autrement dit, la constatation et la répression des infractions relèvent uniquement de l'État et notamment de la police de l'air et des frontières, qui est le service compétent pour constater et sanctionner. Ces services ont été sensibilisés. Ils produisent, dans le cadre des échanges au sein des acteurs de la plateforme aéroportuaire, le résultat de la mise en œuvre des contrôles et des sanctions qui sont éventuellement prononcées. Pour autant, quand bien même la compétence resterait-elle dans ce domaine uniquement régalienne, l'établissement public de commerce et d'industrie de Corse n'est pas resté inactif depuis 2023. Plusieurs réunions ont été organisées en présence des taxis de l'aéroport, des services de l'établissement public et des services de l'État. Quelles ont été les mesures concrètes mises en œuvre par l'établissement public? Premièrement, la fermeture de certaines zones dont l'accès facilitait les pratiques interdites. Concrètement, il y avait des parkings sauvages. Je dis on parce que c'est générique, c'est pas. L'établissement public a fermé ces zones. Deuxièmement, il a demandé et obtenu le renforcement des contrôles par la PAF, donc, liés à l'utilisation des parkings. Par ailleurs, des aménagements ont été mis en œuvre afin de réduire les stationnements non autorisés, notamment le long de la route d'accès de l'aéroport. Marquages verticaux et horizontaux visant à réduire les stationnements sauvages, installation de glissières de sécurité sur plusieurs centaines de mètres en amont de la plateforme afin de lutter toujours contre le stationnement sauvage. Par ailleurs, information généralisée, affichage de l'arrêté préfectoral de police en vigueur, sensibilisation par mail auprès de l'ensemble des abonnés du parking P1 et des bus concernant le rappel d'interdiction de toute activité commerciale non autorisée, sollicitation régulière des services de la PAF afin de surveiller et, le cas échéant, de sanctionner. Enfin, renforcement du contrôle d'accès des parcs P1, P2 et P3 par la mise en place d'un système de lecture de plaques, renforcement du contrôle d'accès de la zone des loueurs de voitures par la mise en place de barrières et tickets en entrée-sortie, et enfin création d'un sas entrée-sortie au niveau des parcs P1 et P2 afin d'éviter les intrusions et sorties illicites. L'établissement public commerce et d'industrie m'a communiqué un plan de la mise en œuvre de l'ensemble de ces aménagements. Je le tiens bien sûr à votre disposition. Je rappelle qu'ils sont également actuellement directement disponibles pour les élus de l'Assemblée de Corse qui siègent au sein de l'établissement public. Quoi qu'il en soit, ces actions témoignent d'une volonté forte de l'exploitant aéroportuaire, notre établissement public, de préserver des conditions de concurrence équitables entre les professionnels autorisés et de protéger les taxis dans le respect, bien sûr, de la sécurité des usagers et des règles applicables. Je suis et nous sommes, bien sûr, disponibles pour continuer la réflexion et renforcer les mesures à prendre pour accompagner les taxis, étant précisé qu'on sait bien qu'il y a en plus pour cette profession un cumul de facteurs défavorables et notamment, bien sûr, le développement de nouvelles pratiques, mais également l'augmentation des différentes taxes et également du prix du carburant. Donc la question suivante, elle est posée. Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas... E giusto per dire che a Rimani
c'è stato un problema con i taxi, è un taxi regolare e ne sono venuti quasi ai mani. E dunque ci vorrei veramente a fare qualcosa. Ecco, vi ringrazio. Ringraziabi. Donc, la question suivante est posée par Georges Mel, au nom du groupe Sofiuno, activité chalutière dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio et perspectives d'évolution réglementaire liées aux annonces de l'UNOC. Aïda Baroul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, les annonces formulées par l'État à l'issue de la conférence des Nations Unies sur l'océan de Nice prévoient une interdiction du chalutage de fond dans les zones relevant de la protection forte à l'horizon 2026. Cette perspective suscite de fortes interrogations parmi les professionnels de la pêche insulaire et plus particulièrement au sein de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. La réserve représente près de 80 000 hectares et constitue la plus vaste réserve naturelle marine de France métropolitaine. Pourtant, l'activité chalutière y est encore exercée et ne concerne aujourd'hui que 2 navires. Cette situation est sans commune mesure avec celle observée sur le continent, où près de 41 chalutiers opèrent dans les principaux secteurs méditerranéens, notamment dans les espaces des Calanques et de la Camargue, dont les superficies cumulées demeurent bien inférieures à celles de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Les données d'activité montrent que l'effort de pêche observé dans la réserve demeure particulièrement faible et très inférieur à celui relevé dans les grands secteurs chalutiers du continent. On sait aussi la filière en difficulté et les vocations rares, tant et si bien que l'on peine à mobiliser les fonds européens pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Vous en aviez vous-même demandé la réduction à hauteur de 20% lors de la précédente programmation. La réserve de Bonifacio présente un caractère essentiel. Il ne s'agit pas d'une réserve naturelle nationale classique, puisqu'elle relève d'un cadre juridique et institutionnel spécifique associant la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement de la Corse. Dans ces conditions, plusieurs questions se posent. Quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre dont dispose la collectivité de Corse à travers l'Office de l'environnement de la Corse dans la définition du futur régime applicable au chalutage au sein de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio? Existe-t-il des possibilités de maintenir sous conditions strictes d'encadrement environnemental l'activité des 2 chalutiers actuellement présents dans les secteurs périphériques de la réserve, compte tenu du caractère extrêmement limité de l'effort de pêche observé et des conséquences socio-économiques qu'une interdiction totale entraînerait pour ces entreprises? Enfin, l'Office de l'environnement de la Corse est-il disposé et en mesure de défendre l'idée que la réglementation future repose sur une évaluation objective des impacts réels plutôt que sur une application uniforme de critères conçus dans des situations très différentes à celles des Bouches de Bonifacio? Je vous remercie. Ringraziabi. La parola al consigliere esecutivo presidente dell'Ufficio dell'Ambiente. Ringraziavi, caro Presidente. Caro collego, la vostra questione è assai importantissima, tocca a pesca di sicuro in Corsica e nelle rocche di Bonifacio, come l'avete detta. Je vous remercie pour cette question qui nous permet d'évoquer à nouveau la spécificité de la pêche en Corse et notamment dans les Bouches de Bonifacio. Cette spécificité, l'Office de l'environnement de la Corse s'attache à l'objectiver et à la faire reconnaître à travers une démarche continue. C'est un peu les propos que vous avez tenus et qui me permettront tout à l'heure d'évoquer sur la fin de ma question l'ouverture intéressante que vous évoquez. Le plan de gestion 2023-2032 de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, le rapport OEC-IFREMER réalisé en 2024 sur les pêcheries maritimes de Corse, y compris le chalutage et les chalutiers, et plus récemment le colloque CEPIMED 2026 organisé avec l'Université de Corse autour des enjeux de la pêche. C'est sur cette base que nous portons une ligne claire. La réglementation future liée aux annonces de l'UNOC ne doit pas reposer sur l'application uniforme des critères généraux et ce qui doit s'appliquer au niveau national.
En effet, à l'échelle de la Corse, l'activité chalutière est très réduite. Vous l'avez évoqué, vous avez raison, c'est 2 chalutiers. On n'est pas sur les 41 évoqués sur le périmètre national. Donc, elle est d'ailleurs fortement contrainte par le plan de gestion Westmed, qui impose beaucoup de choses, d'ores et déjà, qui limite d'ailleurs les temps de pêche de ces chalutiers. Dans la RNBB, l'encadrement est particulièrement strict. Outre l'interdiction du chalutage dans la bande des 3000 autour de la Corse, le décret de création de la réserve naturelle interdit cette activité en deçà de la ligne bathymétrique des 50 mètres. Donc on est véritablement sur une zone de protection forte, d'ores et déjà respectée. En pratique, ce que vous évoquiez, seuls 2 navires aujourd'hui sont concernés sur une fraction très limitée de l'espace, avec des traits localisés en périphérie de la zone protégée sur des fonds sableux vaseux. Donc c'est véritablement à minima que les choses s'appliquent chez nous. Cette pression doit donc être appréciée à sa juste échelle. Son impact apparaît sans commune mesure avec d'autres pressions existantes. Pour répondre directement à vos questions, les marges de manœuvre de la collectivité de Corse et de l'OEC existent, mais elles s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre de décision qui implique l'État et le droit européen. Vous l'avez précisé aussi. L'Office, en tant que gestionnaire d'aires maritimes protégées et acteur central de la collecte des données biologiques de Corse, dispose d'une capacité d'expertise, de concertation, de contrôle et de proposition. Notre institution s'emploie à documenter l'effort de pêche, à dialoguer avec les prud'hommes, les prud'homies et les professionnels et à porter une position construite à partir de la réalité du terrain. Mais elle ne peut pas seule déterminer l'ensemble du régime applicable à la pêche maritime. Sur la possibilité de maintenir l'activité des 2 chalutiers, notre position doit être responsable. Il ne serait pas sérieux d'appliquer mécaniquement à la RNBB une réponse pensée pour des situations très différentes, véritablement très différentes. Dans la réserve, le devenir de cette activité doit donc être apprécié à partir d'éléments objectifs. Absence d'extension de l'effort de pêche, localisation précise des pratiques, suivi scientifique, contrôle effectif et comptabilité avec des objectifs de conservation. C'est d'ores et déjà le cas. Si les évolutions scientifiques, réglementaires ou environnementales devaient conduire à terme à une réduction ou à une sortie de cette activité, celle-ci ne pourrait pas être décidée brutalement. La transition de la pêche chalutière doit donc être anticipée. L'OEC est favorable à la construction d'un dispositif réellement accompagné permettant une sortie de flotte. Et d'ailleurs, nous avons d'ores et déjà engagé les discussions avec les 2 représentants et patrons pêcheurs des chalutiers. À ma connaissance, ils sont favorables pour une sortie de flotte, c'est-à-dire une indemnisation faite par l'État, puisque c'est l'État qui réglemente ce genre de choses, et de retrouver une reclassification des choses pour effectivement leur donner une possibilité de pouvoir faire autre chose que du chalutage comme c'est proposé. Donc nous sommes inscrits dans cette logique qui doit se faire dans un accompagnement permanent et qui doit nous permettre, si un plan de sortie de flotte relève toutefois de la responsabilité de l'État et que l'accompagnement est permis, je pense qu'on pourrait essayer de construire quelque chose ensemble. Mais pour en terminer, et pour terminer mes propos, merci d'avoir posé cette question, parce que cette question-là nous amène en conclusion à avoir en tête le principe d'autonomie que nous venons de débattre à l'Assemblée nationale. Si demain nous sommes à même d'avoir la possibilité de réglementer dans le périmètre et dans nos réserves naturelles qui y pêche et comment on y pêche, c'est plus facile que de répondre à une obligation de l'État ou de l'Europe qui nous demande de manière abrupte, comme vous l'avez cité, de dire demain matin plus de chalutage en Corse. Alors que nous sommes véritablement sur les pêcheurs du trait et nous en avons 2. Donc essayons d'avoir un accompagnement pertinent de sortie de flotte qui nous permette à terme ou de faire les choses en amont ou de les faire plus tard si nous devenons autonomes, et nous y croyons fortement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Notre ligne, elle est très claire. Protéger la biodiversité marine reste l'axe majeur, préserver la ressource halieutique aussi, accompagner la transition écologique, bien sûr, mais refuser les décisions uniformes et déconnectées du terrain. Nous ne pourrons pas dire aujourd'hui à nos 2 seuls chalutiers, demain matin, ça s'arrête. Ce n'est pas comme ça que nous concevons les choses. Nous devons les accompagner, trouver
un bon moyen de recyclage. Ils y sont favorables, je me permets de le dire ici en toute tranquillité, ils y sont favorables, mais nous devons les accompagner pour transformer leur métier et essayer de faire au mieux pour qu'ils retrouvent rapidement une activité. Voilà, je vous remercie. Ringraziabi. Donc la question suivante, posée par Véronique Pietri, pour confronte agricoltura. E la parola. Vi ringrazio. Jo presidente del Consiglio Esecutivo, jo consigliere esecutivo in carica dell'agricoltura, i testimonianze degli apicoltori corsi sono oggi unanimi e particolarmente allarmanti. A sortita di inverno, i perditi di giugno in certe regioni a livelli drammatici, sino a un giugno non due. In pochi anni solo, le produzioni sono cascate di maniera spettacolare e per parecchi apicoltori è oggi a parte maggiore del suo reddito annuale che è messa in pericolo. Questa situazione non è più guida di difficoltà puntuali o congiunturali, la vena di filiera apicola corsa è minacciata. I causi sono numerosi e si aggiungono l'una all'altra. La pressione sanitaria legata al varroa, lo cambiamento climatico, i zicchini che si ripetono, la modificazione dei cicli di fioritura, gli episodi di freddo tardivo, la rarivazione di risorse mellifere, i sbilanci ecologici e la polluzione. A tutto questo si aggiusta una difficoltà che tocca oggi l'insieme dell'agricoltura corsa, l'accesso al fondario agricolo. Senza accesso ai spazi naturali agricoli non ci può essere filiere apicola durevoli. Ma questa crisi ci deve di nuovo portare a riflettere sul nostro modello di sviluppo e sulla nostra responsabilità collettiva. Il ritiro progressivo di spazi naturali e agricoli, l'artificializzazione di terreni e la pressione crescente esercitata nell'ambiente non so senza conseguenze nella biodiversità e nell'equilibrio dai quali dipende la nostra agricoltura. Si deve avere il coraggio di riflettere a un acconciamento del territorio che rispetti di più i nostri risorse naturali, come l'acqua e il nostro patrimonio vivo. La questione dell'acqua diventa ogni anno più primorosa, i zicchini si moltiplicano, le tensioni nella risorsa impeggiorano e parecchi dei nostri filieri agricoli ne patiscono. Non avevamo mica abbastanza anticipato queste evoluzioni, né capito a tempo gli investimenti necessari da fare per assicurare di maniera durevole questa risorsa essenziale. Si cominciano appena a lavori strutturanti nell'acqua. L'ABI, anello maestro dei nostri ecosistemi, ci mandano oggi un vero segnale d'allerta. Ciò che minaccia oggi potrebbe domani indebolisce assai di più l'insieme della nostra agricoltura e il nostro patrimonio naturale, perché le conseguenze vanno assai al di là della sola questione economica e il patrimonio vivo sano che è oggi minacciato. Il mele di Corsica rappresenta uno dei più belli successi della nostra agricoltura, una filiera d'eccezioni. Da Reto a Staopé ci sono un saper ancestrale, un'aba adatta al suo territorio, paesaggi, una storia e un'identità che partecipano pienamente alla rinomata di Corsica. Rispetto a una situazione così eccezionale, pensiamo che la risposta non si può limitare a misure puntuali. Sappiamo che voi avete ricevuto poco fa il rappresentante della filiera apicola e speriamo che si scambi hanno potuto fare avanzare la riflessione e l'azione pubblica nel soggetto. Crediamo che Ducciola costruisce un vero piano di salvezza all'altezza di sfide, mettendo in ballo un insieme di misure identificate. Si tratta di noi di difendere la nostra autonomia alimentare e non mica essere dipendente da lavoro e vulnerabili. Sappiamo oggi un messaggio dei nostri abbi. Allora vi domandiamo oggi, rispetto a questa situazione,
chi di marci e ti da metta in piazza per far riconoscere il carattere eccezionale di questa crisi. Chi misure a collettività conta metta in piazza per sostenere la filiera, per mobilizzare pienamente i dispositivi europei esistenti, per mobilizzare lo Stato o anche la cooperazione mediterranea. Ma soprattutto, al di là dell'urgenza, chi visione davvero volemo costruire per assicurare la sopravvivenza della filiera apicola e più largamente la resilienza agricola e alimentaria della Corsica. Vi ringraziamo. La ringraziamo, la parola all'esecutivo. Ringraziare per la vostra domanda. Cara consigliere, la filière miel a une importance économique, environnementale et patrimoniale de tout premier plan. Au miel de course bénéficie à cet égard d'une appellation d'origine protégée reconnue à l'échelle européenne, valorisant une gamme variétale de 6 miels. La filière apicole connaît ainsi les difficultés que vous avez soulignées. Une baisse continue des rendements, des mortalités plus nombreuses, des problèmes sanitaires récurrents, entraînant une fragilité économique des exploitations. Le changement climatique en est la cause centrale, avec des épisodes météorologiques alternant sécheresse estivale et hiver pluvieux, ou encore printemps froid et venteux, qui perturbent des cycles de floraison, fragilisent chroniquement les colonies en les privant de ressources mellifères indispensables à la constitution des réserves. Je précise à cette occasion que l'ODARC a engagé avec la filière des travaux de recherche visant à évaluer les potentialités des mielées printanières en Corse en investiguant la possibilité des ressources mellifères et l'impact des variations climatiques sur les rendements de miel. Ces travaux font notamment partie du programme Agri-Résilience financé par le FEDER FSE 2021-2027. Concernant la crise que vous évoquez, nous avons été alertés par la situation actuelle de perte de ruches jusqu'à 50% à la sortie de l'hiver qui ont engendré des pertes de production importantes de miel de printemps. J'ai tenu avec le président de la Chambre d'agriculture une première réunion dès le mois d'avril, suivie d'une autre rencontre la semaine dernière à mon initiative pour mobiliser les services de l'État. Comme vous le savez, la PAC constitue un cadre obligatoire pour traiter les accompagnements du secteur agricole, qu'il s'agisse des aides spécifiques au secteur apicole ou des dispositions s'appliquant en cas de crise. Ces dispositions sont déclinées au niveau de chaque État membre, soit dans le plan stratégique national des aides de la PAC, soit retranscrites dans le Code rural. Dans ce cadre, plusieurs dispositions doivent être mises en œuvre. Un dossier de perte de fonds en calamité agricole doit être introduit à la demande des professionnels auprès de la DDT afin de faire valoir l'épisode exceptionnel de l'automne 2025 et de l'hiver 2025-2026, qui ont été particulièrement difficiles en Corse. Précipitations abondantes et prolongées, températures anormalement fraîches en basse altitude, floraison tardive et déficitaire du maquis automnal. Mais ces démarches devant intervenir a posteriori n'est pas à même de traiter du caractère d'urgence des difficultés des producteurs. L'État doit également vérifier si les agriculteurs seraient susceptibles de bénéficier des aides FMSE, lequel bénéficie du financement FEADER, et peut-être mobiliser les assureurs. Cette question est notamment d'actualité en France s'agissant des apiculteurs touchés par le frelon asiatique. À un troisième niveau, l'ODARC a réitéré la nécessité que la reconnaissance des spécificités de la production apicole en Corse soit prise en compte dans le plan sectoriel apicole prévu dans le premier pilier de la PAC. Ce plan est géré par l'organisme payeur France Agrimer pour le compte du ministère de l'Agriculture. Je souligne ainsi qu'à maintes reprises, l'ODARC a saisi les ministres de l'Agriculture successifs sur la prise en compte des spécificités dans le renouvellement du cheptel, dans le cadre de la mesure 5502, préservation, repeuplement et développement du secteur apicole de ce plan national. Il s'agit en effet de considérer qu'en Corse, contrairement à la France,
Les apiculteurs professionnels renouvellent leur cheptel par division des ruches et d'élevage des reines plutôt que de recourir à des achats auprès de revendeurs. Ceci est motivé par la présence de la sous-espèce de l'abeille noire spécifique à la Corse, avec une multiplication réalisée directement par les professionnels en l'absence de revendeurs. Ces possibilités de considérer des aides à l'autorenouvellement des ruches par les apiculteurs éleveurs sectionnels existent dans d'autres États membres, par exemple la Roumanie. J'attire au passage l'attention de notre Assemblée sur le fait que si le statut d'autonomie de la Corse était validé, cette adaptation serait effective. Alors oui, comme diraient certains, en l'absence d'autonomie, l'État peut toujours considérer nos demandes d'adaptation, mais il ne le fait pas. C'est pareil pour le défrichement. Les 3 pistes d'intervention que je viens d'évoquer, calamité, fonds de solidarité, adaptation du plan sectoriel apicole, restent largement sous-tendues à une intervention de l'État, qui détient les compétences pour agir dans le cadre de la réglementation en vigueur. Nous serons vigilants sur les suites qui seront données à ces demandes. En complément de ces initiatives et compte tenu du caractère d'urgence de la situation que traversent ces apiculteurs, nous serons vraisemblablement amenés à proposer l'inscription d'une aide exceptionnelle au soutien aux producteurs professionnels dans le cadre du budget supplémentaire de notre collectivité. Afin de dimensionner cette aide, nous avons d'ores et déjà requis auprès de la filière un recensement des ruchers sous la forme d'une déclaration intermédiaire avant la fin juillet. Une rencontre est prévue à cette date avec les représentants de la filière pour faire un point financier précis de cette intervention. J'ajoute enfin que l'Office de l'environnement participe également à soutenir la filière sur le plan de l'accompagnement sanitaire, mais aussi dans l'appui de détection et de destruction des nids de frelons asiatiques. Madame la conseillère, dans la démarche que je viens d'évoquer, la filière apicole est considérée par notre collectivité non seulement au regard de sa contribution dans le domaine agricole, mais plus fondamentalement dans son rôle essentiel au bon fonctionnement des écosystèmes. A ringrazia. A ringrazia. Donc, la question suivante, posée par Cathy Cognetti-Turchini pour le compte Sofiuno, taxe sur les logements vacants. Aïda Baroula. Merci, Monsieur le Président. Le décret 2023-822 du 25 août 2023 a rallongé la liste des zones tendues en rajoutant 2232 communes en raison de la crise du logement. Ce décret a des conséquences sur les baux d'habitation, loyers et préavis et sur les taxes réglées par les propriétaires. Par zone tendue, bien évidemment, on désigne des zones où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande des logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Le fait pour une commune de faire partie de ce classement génère l'application de la taxe des logements vacants, voire de la taxe d'habitation sur les logements vacants, sur décision de la commune. La taxe sur les logements vacants vise les locaux d'habitation non meublés, appartements ou maisons vacants depuis au moins 1 an au 1er janvier d'imposition, article 232. Sont en théorie exclus de ce champ d'application de la taxe des logements vacants les résidences secondaires meublées soumises à la taxe d'habitation. La Corse est particulièrement impactée depuis que vous avez demandé, je crois savoir, entre les échanges qui ont lieu au plus haut lieu, certainement dans le cadre de Beauvau, à ce qu'elle soit pleinement intégrée dans le décret pour faire face aux tensions d'accès au logement dans plusieurs zones, pourtant principalement littorales. Conséquence, la quasi-totalité de la Corse est classée en zone tendue. L'île, à l'exception de 7 communes sur 360, Bisic, Casabianca, Giocatoge, Perret, Leroux, Urud et même Vescovat, est intégralement concernée par le décret d'août 2023 et donc par la taxe au logement vacant. Le but de la taxe au logement vacant étant d'encourager la mise en location de logements inoccupés pour faire face à la crise du logement. Il faudra faire preuve d'imagination pour expliquer à des propriétaires de biens de famille situés dans les villages où il y a très peu d'habitants à l'année qu'ils doivent mettre en location alors qu'ils doivent lutter au quotidien contre la désertification rurale.
Quoi qu'il en soit, ces logements étant meublés, ils n'ont pas à être assujettis à la taxe sur les logements vacants. Dans les faits, depuis le décret, on a pu constater que l'administration fiscale réclamait des taxes aux logements vacants indues, soit parce que le logement était meublé, soit parce qu'il était occupé en période estivale. L'article 232 ne précise pas que les logements meublés n'ont pas à être soumis à la taxe aux logements vacants. Il faut effectuer des recherches dans le bulletin officiel des finances publiques ou dans les décisions relevant du pouvoir réglementaire. Ce qui me conduit, Monsieur le Président, à vous interroger sur l'intérêt de voir la Corse dans sa globalité concernée par ce classement sur lequel repose la taxe et à vous solliciter pour savoir si vous entendez demander une révision du zonage pour que soient concernés, ce qui était le cas avant l'extension du décret, que les communes où il y a des tensions réelles d'accès au logement. Une assimilation uniforme de l'ensemble du territoire corse à une zone de forte tension immobilière conduit à ignorer les profondes disparités territoriales existant entre les communes littorales soumises à une pression foncière importante et les villages de l'intérieur confrontés au contraire à une perte continue de population et à la vacance structurelle de nombreux logements anciens qui sont souvent des maisons patrimoniales où siègent l'âme, l'identité et l'histoire des familles corses. A ringraziare. Merci, Madame la conseillère, pour votre question. Vous soulignez en effet les difficultés inhérentes à l'application de la taxe sur les logements vacants depuis l'extension du classement en zone tendue opérée par le décret du 25 août 2023, où en effet l'ensemble de la Corse a été classé en zone tendue, donc à l'exception de 7 communes, sur la base de critères nationaux français sur lesquels on a peu de prise, à savoir le niveau de prix de l'immobilier élevé en Corse, le prix des loyers élevé en Corse, les tensions entre l'offre et la demande de logement, problématique particulièrement prégnante sur notre territoire, et la part importante de logements qui ne sont pas affectés à la résidence principale. J'en ai fait la démonstration précédemment. Et donc, sur la base de ces critères, l'ensemble du territoire insulaire est classé en zone tendue, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité de l'ensemble des communes. Et au moment de ce classement, nous avions alerté, notamment à l'époque avec le député Jean-Félix Aquavive, sur la nécessité d'avoir une approche différenciée de l'application de cette taxe, de la même manière que sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, notamment sa majoration, et de ne pas traiter de manière analogue les territoires sur lesquels il y avait une vraie problématique de tension en matière d'accès au logement, notamment les zones littorales et touristiques, mais pas seulement, également les zones périurbaines et les territoires de montagne ou de l'intérieur, où en effet on a une vacance qui est souvent une vacance subie, et non pas une vacance voulue à visée spéculative, et où on rencontre des problématiques que tout le monde connaît, liées à l'indivision, liées à la dégradation des bâtis, etc., etc. Donc, on avait déjà interpellé à l'époque, on peut partager l'objectif de cette taxe, en gros, qui vise à dire il faut lutter contre la vacance, mobiliser au maximum le bâti déjà existant, de manière à favoriser, en gros, la résidence principale versus la résidence secondaire ou l'utilisation ponctuelle des logements. Pour autant, il est nécessaire d'avoir une application différenciée, à notre sens. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'avons pas la main en la matière, ça nécessite forcément des adaptations législatives ou la possibilité, je dirais, d'obtenir, comme on le demande, une territorialisation de la fiscalité dans le cadre notamment de la discussion autour du projet d'autonomie. Alors, il est aussi important de rappeler, vous l'avez fait, mais je voudrais quand même insister, notamment pour que les Corses le sachent, je crois que c'est important, parce que souvent on méconnaît aussi ce qui est prévu dans la loi. Et donc rappeler qu'en effet, les logements meublés
ne sont pas concernés par cette taxe de logement vacant. Donc, moi, je dis aux Corses, dans les villages qui reçoivent une taxe sur les logements vacants, de contacter rapidement l'administration fiscale pour leur dire « ma maison est meublée, ce n'est pas un logement vacant, et donc je n'ai pas à payer cette taxe-là ». Premier élément. Deuxième élément, les résidences secondaires, donc utilisées une partie de l'année, ne sont pas également soumis à cette taxe. Donc, il y aura peut-être un travail à faire, notamment avec les maires et les conseillers municipaux, pour bien les informer sur ces dispositions, pour qu'ils puissent les relayer à leurs administrés, notamment dans les villages, de manière à, je dirais, revenir vers l'administration fiscale pour qu'elle n'applique pas cette taxe sur les logements vacants lorsqu'elle n'est pas due. Donc, bien entendu, on a également une évolution importante également qui va intervenir en 2027 sur cette question de la taxe sur les logements vacants, puisqu'elle va être fusionnée avec la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui, elle, concerne les zones non tendues. Donc, on va avoir plus qu'une seule taxe qui s'appliquera sur l'ensemble du territoire insulaire et qui va être, je dirais, de la responsabilité des communes qui vont percevoir cette taxe et qui vont directement, donc, et qui vont pouvoir aussi la majorer si elles le souhaitent. Donc, c'est une évolution, je dirais, qui va plutôt dans le bon sens, puisque on redonne au territoire, je dirais, un certain nombre de manœuvres, même si nous, on considère qu'à ce stade, c'est insuffisant, notamment pour, je dirais, avoir un traitement différencié entre le territoire, je dirais, qui souffre et qui peine à se développer et les territoires qui subissent des pressions importantes, notamment en matière de logement. Ça doit faire partie aussi du travail qu'on aura à faire dans le cadre de la révision du PADUC, notamment autour du périmètre du comité de massif et donc de la définition d'où se situent les territoires vraiment sous contrainte en Corse. Je vous remercie. Donc, la question suivante, Santa Duval, pour le groupe Monsofiuno, port de signes religieux dans les EPLE et Nabarola. Je vous remercie. Monsieur le Président, comme l'an dernier avec la Croix de Quasquara, il y a des événements qui peuvent être des marqueurs à ne pas ignorer si l'on veut conserver notre identité dans le respect des règles établies par le droit. Je tiens tout d'abord à préciser que mon propos n'est pas de remettre en cause le travail des enseignants, ni le principe de la laïcité. En revanche, je pense que cette situation aurait pu être un petit peu mieux gérée. Il y a quelques jours, une élève en classe bilingue d'un collège sur Ajaccio aurait été réprimandée par une enseignante au motif qu'elle portait une croix autour du cou. Il lui aurait été demandé de cacher sa croix sous ses vêtements au motif qu'il s'agirait d'un signe religieux ostentatoire. L'élève s'y étant refusé, l'enseignante l'aurait interpellée devant la classe et accompagnée d'une sanction. Je considère cette réaction un peu disproportionnée, obligeant la famille à prendre contact avec la direction de l'établissement. Je ne vois pas en quoi cet élève chercherait à imposer ses convictions aux autres élèves, ni en quoi elle perturberait le déroulement des cours. Au-delà de ce cas particulier, cet épisode nous renvoie à la place que peuvent encore avoir nos traditions, notre histoire et notre héritage culturel dans l'espace public. La Corse est une terre profondément marquée par la culture chrétienne. En témoigne son patrimoine, ses villages, ses fêtes et ses symboles. L'école a vocation à instruire nos enfants et à développer leur esprit critique, pas à les amener à relier leurs symboles, leurs traditions ou l'héritage culturel constitutif de notre identité. D'autant plus que cette enseignante se serait fondée sur une interprétation particulièrement zélée de la circulaire officielle d'application de la loi de 2004 qui précise que sont interdits les voiles islamiques, la kippa ou encore une dimension manifestement excessive d'une croix, sachant que cette même circulaire ajoute que la loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets. La laïcité à l'école a pour objectif de garantir la neutralité du service public et le respect de chacun. Elle ne devrait pas créer un climat de tension autour d'un symbole porté de manière discrète. Je sais, Monsieur le Président, que nous sommes là sur une compétence de l'État.
Cela reste néanmoins un problème de société que l'on rencontre ou que l'on peut rencontrer au quotidien. Cet épisode reviendra certainement à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement dans lequel notre Assemblée a des représentants. La collectivité est propriétaire des murs des collèges et des lycées. Je souhaiterais savoir si vous seriez favorable, bien entendu avec l'accord du rectorat, à l'idée d'afficher en début d'année scolaire ou de communiquer aux enseignants la circulaire de 2004 relative au port de signes religieux. Une petite piqûre de rappel qui permettrait de montrer qu'il y a des règles et que nous ne sommes pas prêts à tout accepter. Il s'agirait simplement de rappeler le juste équilibre entre le principe de la laïcité, de la neutralité et du respect de chacun qui s'applique à l'éducation nationale. Ringrazia. Ringrazia, la parola all'esecutivo, alla Giugeli. Madame la conseillère, vous interrogez le président du conseil exécutif sur un sujet qui relève d'abord, vous l'avez rappelé, de la compétence de l'éducation nationale et aussi des chefs d'établissement. C'est précisément pour cette raison que nous avons pris soin de vérifier les faits auprès du collège concerné. Il ressort de ces échanges que l'enseignante a engagé un dialogue répété avec l'élève avant de saisir sa hiérarchie face à un refus de respecter la règle et à une remise en cause de son autorité. Cette démarche correspond exactement à la procédure prévue. Nous ne sommes donc pas dans une interprétation excessive de la loi, mais bien dans l'application du cadre posé par celle-ci en 2004, qui opère une distinction claire entre les signes ostensibles et les signes discrets. Je souhaite rappeler un point essentiel. Les signes religieux ne sont pas interdits en tant que tels, ils sont autorisés dès lors qu'ils demeurent discrets. Ce principe de 2004 est systématiquement repris dans le règlement intérieur, porté à la connaissance de l'ensemble des familles et remis à l'élève à chaque rentrée scolaire. Cet équilibre est donc connu de tous et formalisé dans chaque établissement. Depuis 2013, l'affichage de la charte de la laïcité vient d'ailleurs en renforcer la portée. J'ajoute aussi un élément souvent méconnu, les parents signent eux-mêmes cette charte, attestant ainsi en avoir pris connaissance et adhérer à ce cadre commun. Voyez-vous, la laïcité n'est pas, à mon sens, l'effacement des croyances à grands coups d'effaceur de tableau feutre ou d'éponge de tableau noir. La laïcité, c'est un principe d'une force incroyable. Il dit que dans l'espace public, les signes de croyance ne doivent pas être visibles, car les institutions, les espaces publics ne sont pas religieux. La laïcité protège chacun dans son droit à croire ou à ne pas croire. Je crois profondément à une laïcité qui soit ouverte et apaisée. Une laïcité qui n'humilie personne, qui ne stigmatise aucune croyance, mais qui permet à chacun de vivre ensemble dans un cadre commun. Vous dites que l'école n'a pas à apprendre à nos enfants à renier ce qu'ils sont. Évidemment que non, mais l'école a appliqué ce qu'est la laïcité et a enseigné à nos enfants des programmes bien chargés dans bien des matières pour en faire des hommes et des femmes libres et éclairés. Parce que l'école a une place particulière dans la société. C'est le lieu où se forge l'esprit critique, le lieu où l'on apprend à distinguer le savoir, la croyance, l'opinion et le fait. C'est précisément pour cela que la neutralité est renforcée en son sein. À l'école, on peut apprendre le fait religieux, comprendre les religions, leur histoire, la place dans les civilisations. Elle doit transmettre des connaissances, des savoirs scientifiques avérés, afin que chaque enfant puisse construire librement sa pensée. Cette laïcité apaisée permet justement que les croyances personnelles ne soient jamais mises en concurrence avec les savoirs que l'école doit transmettre pour remplir pleinement sa mission. Ce qui doit nous alerter, en revanche, ce sont les réactions disproportionnées qu'a suscité cet épisode. Un fait isolé, amplifié sur les réseaux sociaux et qui peut fragiliser à la fois élèves et enseignants. Permettez-moi donc d'avoir un mot de soutien pour l'équipe éducative. Aujourd'hui, nos enseignants exercent une mission essentielle, souvent exigeante, et ils doivent pouvoir expliquer sereinement les règles qui s'appliquent à tous. Vous proposez que la collectivité de Corse diffuse ou affiche la circulaire de 2004 en début d'année scolaire. Je ne trouve pas cela nécessaire. Il appartient à chaque chef d'établissement de le décider dans le respect du cadre normatif et légal. Permettez-moi enfin d'ajouter un élément de cohérence. Votre président de groupe est lui-même chef d'établissement. Il connaît parfaitement ces règles et les applique quotidiennement. Il peut, s'il le souhaite, contribuer utilement à rappeler cet équilibre au sein de votre groupe et à apaiser les inquiétudes qui peuvent naître de situations individuelles parfois mal comprises.
Au-delà de ce cas précis, une conviction doit nous rassembler. La laïcité demeure une protection de liberté de conscience, une protection de l'égalité entre les citoyens et surtout une protection des enfants qui doivent pouvoir grandir et évoluer dans un cadre apaisé et respectueux de chacun. A scuola e per me, spero per noi eletti un luogo in cui i zideli trovano protezione e c'è un dovere degli adulti di fare questi soggetti certe volte di polemica più che altro a fare non ci entrano. A ringraziabi. A ringraziabi. Vous avez le temps de répondre. Je vous remercie, Madame la conseillère. Je ne mets pas en cause du tout l'enseignante. Je veux dire, c'est juste la façon de faire. Et après, quand vous avez dit que les parents signaient cette charte, je ne suis pas du tout au courant. Et je suis ravie de l'apprendre. Je vous remercie. A ringraziabi. Donc, la question suivante, posée par Madame Paul Casanova Nicolai pour le groupe Nusofiuno, impact et prévention du bombix disparate. Eda Baroula. Je vous remercie. Monsieur le Président, depuis des mois, de nombreuses communes de Corse, et notamment dans le Taravo, sont confrontées à une pullulation exceptionnelle du bombix disparate qui provoque d'importantes défoliations des chenets et suscite une vive inquiétude parmi les habitants, les élus locaux, les exploitants agricoles et les propriétaires forestiers. Au-delà des conséquences paysagères visibles, ce phénomène interroge sur ses impacts à moyen et long terme pour les écosystèmes forestiers, les activités agricoles, l'élevage extensif, l'apiculture ainsi que l'attractivité touristique des territoires ruraux déjà fragilisés. Ce phénomène interroge aussi sur la pollution du fleuve du Taravo. L'ARS a d'ailleurs été sensibilisée. Dans plusieurs communes du Taravo, les villageois constatent également une présence massive de chenilles à proximité des habitations, des espaces publics et des exploitations agricoles, générant des nuisances importantes et un sentiment d'abandon face à ce phénomène. Plusieurs réunions ont d'ailleurs été organisées dans la vallée ces dernières semaines à l'initiative d'un élu local du Taravo pour essayer de transmettre l'information et de décrisper certaines situations. À ma connaissance, ni l'ODARC ni l'Office de l'environnement n'ont mis en œuvre de programme de lutte active à grande échelle contre le bombix disparate en 2025-2026. Et comment appréhende-t-on la situation en 2027 ? Les actions observées relèvent surtout du suivi scientifique et de la surveillance des foyers. La DRAF a réalisé un suivi des défoliations puis des pontes pour évaluer le risque en 2026. Les résultats publiés au printemps dernier concluent à un risque globalement faible sur l'île, mais encore modéré dans le Taravo. On parle de 5000 hectares de zones utilisées pour l'élevage porcin extensif, figurant parmi les surfaces touchées en 2025, avec des conséquences bien sûr sur les ressources alimentaires naturelles des troupeaux. Dans ce contexte, je souhaite savoir quel bilan l'ODARC dresse-t-il aujourd'hui de l'impact du bombix pour les exploitations agricoles et les activités rurales situées dans les secteurs les plus touchés. L'Office envisage-t-il la mise en place d'un dispositif d'accompagnement ou d'indemnisation pour les exploitants qui subissent des préjudices directement liés à cette pullulation? Enfin, la collectivité de Corse envisage-t-elle un plan d'action spécifique afin d'accompagner les communes rurales confrontées à ce phénomène et de mieux anticiper les futures pullulations qui sont favorisées bien sûr par le réchauffement climatique? Je vous remercie. Ringraziabi, a risposta all'esecutivo, presidente di Odarc. Le bombix disparate est bien implanté en Corse et connaît des phases de pullulation cycliques, parfois spectaculaires, ne touchant pas les mêmes secteurs et recensées depuis les années 90. Les défoliations
peuvent être fortes, notamment sur les chênes, mais elles restent généralement limitées dans le temps. Les arbres en bonne santé résistent le plus souvent, même si la production de glands peut être fortement réduite l'année concernée. Ainsi, comme vous le soulignez, depuis 2024, plusieurs régions ont été touchées. La situation actuelle apparaît contrastée. Dans le centre corse, plusieurs observations de terrain indiquent une fin de dégradation, chenilles affaiblies ou mortes, présence importante de prédateurs, notamment les callosomes, et développement de parasites. Dans le sud de l'île, la gradation semble encore persister localement avec les premiers vols de papillons mâles et des signalements récents, notamment dans la plaine de Père, Coticabre ou dans le Tard. Dans ce contexte, et au-delà des nuisances réelles constatées localement, les suivis scientifiques conduits par l'Office de l'environnement et ses partenaires invitent à la prudence sur les réponses à apporter. Ces travaux montrent qu'une lutte insecticide généralisée, y compris avec des produits microbiologiques, n'est pas opportune en milieu naturel. Elle risquerait de perturber les mécanismes de régulation naturelle du Bombyx disparate, épuisement de la ressource alimentaire, baisse de la reproduction, augmentation des prédateurs et parasites. Elle pourrait même, dans certains cas, prolonger localement les infestations en empêchant la rétrogradation naturelle de la population. En effet, les populations de chenilles se régulent naturellement suite à la diminution de ressources alimentaires et à l'accroissement des prédateurs, oiseaux notamment, qui finit toujours par arriver, comme nous pouvons le constater, sur d'autres territoires touchés en 2024-2025. La lutte, piégeage, lutte biologique est certes possible, mais n'est en général pas mise en œuvre sur les massifs forestiers à grande échelle du fait de leur étendue et des difficultés techniques que cela pose. La priorité doit donc aller au suivi, à l'information des communes et des habitants, à la remontée des signalements ou à une meilleure anticipation des futurs épisodes, notamment dans un contexte de changement climatique. Concernant les pertes économiques, Bombyx disparate n'est pas un organisme réglementé. Il n'existe pas de mécanisme d'indemnisation au titre du sanitaire, que celui-ci soit pris en charge par l'État ou par les Fonds national de mutualisation sanitaire et environnementale. Les services de l'État suivent l'évolution de la pullulation de l'insecte et réalisent des bilans des défoliations observées. Mais aucun fonds d'indemnisation spécifique n'a été annoncé pour les pertes liées à ce ravageur, malgré des engagements pris en 2025 par les représentants de l'État au conseil d'administration de l'ODARC pour rechercher des solutions. S'il n'existe pas de risque sanitaire et d'enjeu pour la santé humaine, la défoliation printanière compromet la production de glands pour la saison suivante. En conséquence, une partie des éleveurs de porcs et de petits ruminants notamment s'inquiètent légitimement de cette perte de ressources alimentaires pour leur cheptel, et ce, d'autant plus que certains ont déjà subi des pertes l'année dernière. Si les services de l'État concluent à une atteinte durable de la ressource pastorale ou des surcoûts importants d'alimentation, une demande de reconnaissance pourrait être étudiée. Cela nécessite toutefois une procédure officielle et une évaluation des dommages. Cette procédure ne pouvant être portée que par l'État, la collectivité de Corse n'ayant pas encore ce type de prérogative, je m'engage à saisir la DRAF de Corse sur le déclenchement de cette reconnaissance, ouvrant la voie à une possible indemnisation. L'ODARC restera bien évidemment vigilant pour que les moyens soient mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact sur ces infestations sur les exploitations agricoles corse. Merci. Ringraziabi. Dunque, Emu Gompio e Question d'abord, que je tiens quand même à vous informer que tout le monde a explosé le temps de parole, sauf Marie-Claude, que ce soit aussi bien pour ceux qui posent les questions que pour l'exécutif qui répond. Donc,
Je ne le dirai pas à la présidente. Mais je tenais quand même à vous informer. On ne dira rien pour cette fois, mais à vous de voir pour la prochaine fois de rester dans les temps le mieux qu'on peut. Voilà. Donc, on va faire l'appel. Et dopo de Radio Abarro, là, au président du Conseil exécutif. Angelini Jean-Christophe. Antonini Daniel. Arrighi Véronique. Battestini Serena, rappresentata da Véronique Pietri. Benedetti Paul Félix. Bicherai Didier. Bori Jean-Marc, rappresentato da Frédéric Densare. Borromei Vanina. Branca Marie-Claude. Caïtou Colli Paul Joseph. Campana Françoise. Casanova Nicolas Paul. Casanova Servas Marie-Hélène. Tiapini Angèle. Cognetti Turchini Cathy. Colombani Anna Maria. Colonna Romain. Combette Christelle. Densari Frédéric. Duval Santa. Fanny Muriel. Filippi Petranto. Francisci Paoli Lisa, rappresentata da Elisa Tramogni. Galoni d'Istria Eveline. Dionga Pierre, rappresentato da Charlotte Terrighi. Giabigoni Jean-Charles. Giacometti Piré da Josefa. Giannichini Paul-Louis. Guidoni Pierre. Le Beaumain Vanina. Le Mao Giansanto. Lucchini Jean-Jacques. Lucioni Don Joseph, rappresentato da Anna Maria Colombani. Luciani Antonia. Luciani Saverio. Mariotti Marie-Thérèse, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni. Mattei Flora, rappresentata da Nadine Nivagioni. Maupertu Marie-Antoinette, rappresentata da Hyacinthe Vagni. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Niagioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pédinielli Chantal. Peraldi Antoine Joseph. Pietri Marianne. Pietri Véronique. Poli Antoine. Poli Pierre. Ponsevera Juliette. Pozzo di Borgo Louis. Provizzi Jean-Noël. Quastana Paul. Savelli Jean-Michel. Savelli Joseph. Seatelli Jean-Louis, rappresentato da Jean-Michel Savelli. Sorba François, rappresentato da Petranto Filippi. Terrighi Charlotte. Tiberi Julia. Tramogni Elisa. Valdrighi Hervé. Vanni Hyacinthe. Et Volimaci Charles. Représenté par Christelle Combette. Représenté par Christelle Combette. Le quorum est atteint, la session est ouverte et Laura Barolo présente du Consiglio Esecutivo. Ringraziarvi, Ojo Presidente. Simplement, avant de partir en commission pour recevoir une délégation de Scuola Corsa, comme il est d'usage, une pensée pour des personnalités ou des élus disparus et bien sûr un témoignage de soutien aux familles et aux proches. Monsieur Pierre Nance, dit Nono Lanfranc, une personnalité ajaxienne, maire d'Ibutera depuis 1989. Monsieur François Garidacci, maire de Cardiese de 2001 à 2026. Monsieur Joseph Migueli, maire de Chintour de 2001 à 2014. Pensez aussi pour une personnalité insulaire de la diaspora, monsieur André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980. Et enfin, une pensée particulière pour monsieur Laurent Savelli, avec des condoléances et un soutien amical et fraternel à nos amis, monsieur Jean-Michel Savelli, son fils, et monsieur Joseph Savelli, son petit-fils, et sans oublier, bien entendu, Pierre Savelli, ancien maire de Bastia. Je vous remercie. Ringraziarvi. Donc,
on suspend, on va en conférence des présidents et je vous propose qu'on reprenne à 15 heures. Merci. Salle 2. Salle 5, pardon. Salle 5. Bien entendu, 14h30 pour reprendre à 15h sans faute. On commencera. Merci beaucoup.